Salut, Mister. Salut Jean-Pierre, Ça va bien? ça va toi? Ouais. Pierre, je te présente Jacques. Salut Salut Pierre, Jacques. ça va bien? Ben oui, Enchanté. Ben oui, enchanté. enchanté. On va bien s'amuser. Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du podcast La Santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin Groupe Conseil associé à la financière Banque Nationale Gestion de Patrimoine, Medix, LIM, le groupe Tige et Eurofin Environnex. Bonjour. Cette semaine, je reçois deux anciens invités, M. Jacques Aubin, auteur du livre « Pour une fois, va jusqu'au bout » et Dr Pierre Garneau, chirurgien métabolique, pour une discussion franche, humaine autour de l'obésité, vue à la fois du point de vue du patient et du clinicien. Ensemble, nous abordons les causes de cette maladie complexe, les enjeux de stigmatisation, les défis, les rechutes et les pistes d'espoir. Le tout dans une conversation qui vise avant tout à mieux comprendre et démystifier l'obésité. Bonne écoute. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Salut Jean-Pierre. Salut Jacques, salut Pierre. Alors, je vous présente. Donc, Jacques et Pierre ont discuté hors ligne il y a quelques minutes. Mes invités vous connaîtront. Donc, Jacques est coach, conférencier, auteur, sort un livre à l'automne qui s'appelle « Pour une fois, va jusqu'au bout ». On a publié un épisode à ce sujet, Jacques, là, fin juin 2025, ou mi-juin. Puis Pierre, que je connais depuis plus d'un quart de siècle, donc qui est chirurgien à Montréal, à l'hôpital Sacré-Cœur, qui a eu plusieurs carrières, mais qui est vraiment maintenant une carrière concentrée sur la chirurgie bariatrique. Et Pierre qui a également son podcast qui s'appelle « La poche gastrique », avec un autre collègue chirurgien qui s'appelle Alexandre Bougie. Alors la raison pour laquelle je voulais vous réunir, c'est que vous présenter deux visages complètement différents de l'obésité. Là. D'un côté, on a un homme qui a perdu du poids. Là. Peut-être, Jacques, tu pourras résumer ton histoire à Pierre en quelques minutes tout à l'heure là, pour qu'il l'entende de ta voix, pour qu'il te croie. Et de l'autre côté, on a Pierre qui, finalement, lui fait de la chirurgie bariatrique à temps plein. Puis qui est un ardent défenseur donc de ces chirurgies-là, puis je pense de l'accès aussi, je pense, à la chirurgie. Pierre, là, tu seras d'accord avec moi, là, de favoriser l'accès aux patients, puis de démocratiser cette chirurgie-là qui, au Québec, malheureusement, est encore, du point de vue tout au moins médical, pas assez accessible. Donc, écoute, Jacques, présente-toi à Pierre en quelques minutes, là, ton parcours de vie, là, pour qu'on est rendu ici aujourd'hui, là. Écoute, simplement, Pierre, en 2009, à l'âge de 46 ans, je pèse 415 livres. Je décide de me reprendre en main et je deviens, à la blague, un beau bonhomme de 190 livres en perdant un livre à la fois, semaine après semaine, avec des efforts, mais aussi un alignement alimentaire beaucoup plus structuré. Puis c'est ça, j'ai traversé le temps depuis ce temps-là à maintenir mon poids et des oscillations de plus ou moins 5 livres, mais jamais plus que ça, tu sais. Fait que, puis on n'est pas dans le
Au début, j'ai eu quelques craintes. Tu sais, Jean-Pierre, tu me posais une question à ce sujet-là. Déjà dans un autre podcast, puis j'ai déjà eu quelques craintes au début de reprendre le poids. Mais clairement, j'ai plus cette crainte-là aujourd'hui. Là. Tu sais, je prends soin de moi, je suis dans l'équilibre de tout ça. Puis, mais je maintiens toujours une perte de poids de 225 livres. En combien de temps ton poids, Jacques, à l'époque, tu avais perdu ça? Ça a pris exactement 2 ans et 2 semaines, oui. Quand même. Alors déjà, toi, Pierre, en entendant ça, cette histoire-là, pour moi, c'est exceptionnel. Je ne sais pas, de ton point de vue, toi, de chirurgien que j'appellerais métabolique, c'est peut-être même la meilleure expression aujourd'hui. Quand tu entends ça. Écoute, moi, ce que je trouve le plus impressionnant, je veux dire, regarde, on s'entend, Jacques a un parcours extraordinaire. Si on avait un vœu pour tout le monde qui sont en surpoids, c'est exactement ça. Tu sais, moi, toujours, la chirurgie, là, oui, on veut la rendre plus accessible pour des raisons médicales. Mais dans un monde idéal, Jean-Pierre, moi, tous les patients seraient comme Jacques, atteindraient leur objectif. Le problème qui arrive, c'est que pour différentes raisons, les gens ne sont pas tous capables de l'atteindre. Ce qui est impressionnant, je te dirais, avec Jacques, c'est que faire une perte de poids significative, quand même beaucoup de patients réussissent à l'atteindre. La problématique, même après la chirurgie, c'est de maintenir la perte de poids. Mm-hmm. Et c'est ce que Jacques fait. Puis nous, c'est ce qu'on radote tout le temps. Là. Moi, c'est comme des cassettes, là, comme un bon politicien qui répète toujours la même affaire. La chirurgie, pour moi, n'est qu'un outil. Jacques n'a pas eu besoin de l'outil. Il a fait des efforts physiques, probablement nutritionnels. Je ne sais pas s'il a fait un suivi psychologique avec ça. Certains patients en ont besoin. Mais le plus important, c'est qu'il a réussi à le maintenir. Ça, je te dirais que la réussite la plus élevée, moi, dans mon livre à moi, c'est ça qui est vraiment un facteur parce que, malheureusement, tu me posais la question, c'est qu'on a assez de données présentement pour savoir que les gens qui le font par eux-mêmes, c'est une minorité qui réussissent à atteindre l'objectif que Jacques a atteint. J'avais moins de 1% en tête, moi, je ne sais pas. C'est encore le chiffre. C'est encore le chiffre, Jean-Pierre. Ça n'a pas changé, malheureusement. Mais encore là, il faut faire attention parce que, tu sais, il y a une différence de où on part. Jacques, là, moi, ce que je trouve aussi impressionnant, c'est qu'on est parti à 415 livres. Je ne connais pas sa taille, je n'ai pas fait son indice de masse corporelle, là, mais on était au-dessus de 50. OK, on s'entend, là? OK? Fait que quand tu tombes dans la catégorie des 50 et plus, veux pas puis là, on ne s'entend même pas là, sur les échecs, c'est quoi les pourcentages, c'est quoi le chiffre, mais à 50 et plus d'indice de masse corporelle, on le sait que tu as un pourcentage de 25 à 30 des gens qui n'atteindront pas l'objectif même de perte de poids. Okay? Mm-hmm. C'est souvent, tu le sais, Jean-Pierre, on fait des chirurgies en 2 temps, hein, tu le sais. Mm-hmm. On commence par une sleeve, puis la sleeve a été développée justement pour ça, pour des raisons que on fait la sleeve chez les 50 et plus, techniquement, c'est plus facile, puis après ça, on complète par la deuxième portion de l'opération. Fait que non, c'est vraiment un parcours, je lève mon chapeau. Mais ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, écoute, c'est remarquable. Ce qui est intéressant, c'est quand on demande à Jacques pourquoi il était en surpoids. D'abord, Jacques nomme les choses. Lui, il appelle ça, il parle des gros, il parle des obèses, puis il s'attribue le droit de faire ça parce que il l'a vécu, là, alors que nous, je pense, genre, Pierre, on aurait une retenue. Là, on va parler de patients qui ont un surpoids ou qui souffrent d'obésité. Mais Jacques, lui, quand tu lui demandes pourquoi il était obèse, là, il ne va pas te parler des aliments hyper processés ou il ne va pas te parler des fast-foods. Il dit que lui, c'est un problème intérieur. Alors que la plupart du temps, nous, médecins, on met l'obésité sur le compte de l'alimentation, de notre mode de vie. Tu comprends? Il y a même je dirais pas un conflit, mais il n'y a même pas je dirais qu'il n'y a pas nécessairement consensus entre vous deux pour vous connaître sur l'origine ou la cause du surpoids. Tout au moins, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Jacques, toi, tu m'as jamais dit que tu étais en surpoids parce qu'il y avait des distributrices de chips au travail. Tu m'as dit que j'étais pas bien, j'avais pas vécu une belle enfance, mais je te laisse le micro. En fait, c'est un amalgame des deux. Hein, okay. Parce que quand tu vas pas bien, quand tu files pas bien, il y a plein de comportements que tu mets dans ton équation qui ne sont pas les meilleurs. Tu n'as pas des équations saines, c'est-à-dire que tu abuses d'alcool, tu abuses de l'alimentation, tu as un désordre alimentaire, tu ne manges pas aux bonnes heures, tu ne manges pas bien, tu sautes des repas, là tu t'alimentes en fou, 1 repas par jour. C'est ça le souci. Mais l'origine n'est pas en grande partie, puis écoute, pour avoir coaché plein de gens dans le domaine justement de l'obésité, ce qu'on se rend compte chez à peu près, je vais dire 90% de ces gens-là,
c'est qu'au niveau du phénomène, quand tu fouilles un peu plus loin que dans le comportement alimentaire, tu découvres qu'il y a beaucoup de tristesse en arrière de ça, il y a beaucoup de maladies mentales, émotionnelles, des blessures du passé que ces gens-là traînent avec eux, pour la plupart. Puis tu te rends compte que s'ils ne soignent pas ce problème-là, ils vont rester dans leur boucle. Moi, j'appelle ça une boucle de merde. Tu reviens en arrière dans ce que tu as voulu éliminer, tu y retournes, puis des fois, c'est pire que c'était parce que tu reprends 10 livres de plus. C'est vraiment une boucle incessante parce que les gens, quand ils arrivent à la porte de régler le problème émotionnel, toc, toc, j'ai-tu le goût de repasser la porte ou je recule? Souvent, les gens reculent parce que ça fait trop mal de s'occuper de ce parti-là. Pierre, j'imagine que tu as sûrement beaucoup de clients qui sont atteints émotionnellement déjà dans ton bureau, tu sais. Ben Jacques, moi, je ne vais pas relancer Jean-Pierre. Quand on se voit, Jean-Pierre et moi, on ne parle pas de ça, on parle d'autres choses que de la chirurgie métabolique. Mais je vais dire, mon parcours à moi, Jacques, ça fait 28 ans, cette année que je fais de la chirurgie bariatrique. Je vais dire ça clairement. Puis je le dis maintenant, je dis ça à tous mes patients maintenant. J'ai assez de cheveux gris, je peux vous dire qu'est-ce que je pense. C'est une maladie basée sur les problèmes au-dessus de l'épaule, d'emblée. OK? Ce n'est pas le fond, comme tu as clairement expliqué, genre, c'est pas parce qu'il y a un sac de chips qui traîne. OK? C'est pas parce que tu manges. Oui, il faut faire attention parce que le problème que moi j'ai, je vais dire ça comme ça, là, je connais pas tout, je connais ton parcours un peu parce que j'ai lu les informations que j'ai recueillies. J'ai jamais assisté à une de tes conférences, mais on ne peut pas mettre tout dans une même boîte. OK? Parce que quand on regarde la panoplie des causes d'obésité, ça va de l'abus sexuel chez la jeune fille en bas âge, qui sont mécanismes de défense par rapport à mon oncle un tel qui, whatever, c'était de prendre du poids pour éviter ce contact-là. Construire l'éloignement. Ouais. Construire l'éloignement. Puis à l'autre bout du spectre, oui, moi j'appelle ça le frère Toc du village du 15e siècle. Oui, au 15e siècle, il y en avait un obèse dans le village. Ça, c'était vraiment le génétique. Il n'y avait rien à faire. Il est né comme ça. Il est né comme ça. Fait que tu as tout le spectre entre ces deux pôles-là, mais il y a une constance. Si on va vers le milieu, il y a une constance de... C'est pas de la maladie mentale dans le sens que, non, c'est pas de la maladie bipolaire, c'est pas des problèmes, mais on voit beaucoup, moi, ce que je vois, c'est des gens qui ont du manque de confiance. C'est des gens qui, l'estime de soi est moins élevée. Puis, un autre élément que moi, j'ai remarqué beaucoup depuis les nombreuses années que je les suis, c'est ce qu'on appelle la persévérance. Tu sais, là, la persévérance de, justement, quand il arrive justement un échec, on va abandonner plus rapidement. Alors, tout ça fait en sorte que ça devient un amalgame d'éléments qui fait que les patients ont des mauvais comportements. Exactement ce que tu as dit, Jacques, tantôt. Quand on se commence à avoir des mauvais comportements, ben, c'est là qu'on fait juste en rajouter. Et après ça, j'oublie, je passe par-dessus, Jean-Pierre, la compensation. On en a glissé 2-3 mots, l'alcool. La personne qui se réfugie dans l'alcool, il y en a qui se réfugient aussi dans la nourriture. Il ne faut pas oublier, hein, le sucre, c'est le meilleur instigateur de dopamine dans son cerveau. Tu ne peux pas avoir meilleur que ça. Je regrette. Compensation par le travail, remplir son agenda en rend fou justement pour ne pas prendre soin de soi. C'est ça. Il y a toutes sortes de grands. Fait que, pour moi, c'est pas uniciste. Fait que, on n'est pas en contradiction, Jacques. Okay. Je sais que tu nous as envoyé des petits mémos. Puis non, moi, parce que je suis pas un ardent. C'est pas le bon mot. C'est qu'il faut comprendre que le parcours de la chirurgie bariatrique, quand moi je l'ai connu à ses débuts, était un parcours qu'on adressait que les patients extrêmement malades. Moi, je regardais les anciennes études, les premiers papiers que je publiais là, il y a 20 ans, la moyenne d'indice de Marx corporel était à 54. Ouais. Okay? Puis je pense que 100% de nos patients avaient une maladie quelconque. On avait des patients archi malades. Mais ce que je veux dire, c'est que quand même, historiquement, on a attribué l'obésité dans nos sociétés à la sédentarité, un petit peu au changement des habitudes alimentaires. C'est dans ce sens-là où Pierre, toi et moi, avons grandi là-dedans. C'est-à-dire, dans le fond, c'est à cause de la sédentarité. Les gens ne marchent plus pour aller travailler, font moins de sport, sont devant leur écran. L'obésité chez les jeunes, on attribue ça beaucoup à la sédentarité avant de mettre ça sur le compte quand même d'enjeux psychologiques, disons, de façon générale. Mais je comprends. De toute façon, moi, je suis l'auditeur et l'animateur, mais je suis 100% d'accord avec tout ce qu'on est en train de dire. Je vais laisser Jacques répondre. Je vais répondre à ce que tu viens de dire, parce que j'ai vu que Jacques voulait parler. Je vois clairement qu'avec Pierre aussi, moi aussi, j'ai plein d'accords avec lui par rapport à ça. Tu parlais du frère Toc. Le frère Toc, il y en avait un par 5 villages. Oui, peut-être pas un à chaque village.
Puis le frère Toc, tu sais, moi, ce que je vois dans notre société, là, au niveau du génome ou de la génétique par rapport à l'obésité, c'est le frigidaire. C'est le comportement alimentaire familial générationnel à générationnel. Il n'y a pas de... Écoute, pour en avoir coaché là, un de deux frères jumeaux, tu le sors de son milieu familial, son comportement et son corps se transforment, tu le remets dans son milieu familial et redevient comme le reste de la famille. Je veux dire, c'est clair, ça c'est clair. Là, je veux dire, moi, j'attribue. Le bout que, tu sais, quand quelqu'un me dit, moi, c'est génétique, là, j'ai bien de la misère avec ce bout-là. Tu sais, non, tu as des comportements génétiques, puis tu as un frigidaire qui est ancestral, là, que tout le monde a mangé de même, puis ont pioché dans le frigidaire n'importe comment avec des 2 litres de Pepsi dans le pot. Mais ne mets pas ça dans la génétique. Tu sais. Fait que le frère Toc, oui, ça existe. Il y en a ils sont venus au monde avec une carrure, puis ils sont faits de même. Tu sais, qu'est-ce que tu veux? Ils sont bâtis. Ils viennent au monde, ils pèsent déjà 14 livres. Tu sais, ça arrive, ça. Mais, puis, tu sais, on dit santé mentale. Santé mentale, tu as raison par rapport à l'estime de soi. Tout part dans l'estime de soi. Puis quand tu n'as pas beaucoup d'estime, là, la dérape, elle peut être longue puis longtemps. Puis c'est étrange, mais je vois beaucoup de gens d'une 60aine d'années dans le moment qui souffrent d'obésité, qui sont clairement obèses ou gros, comme disait Jean-Pierre. Puis que, tu sais, je ne vais pas me reprocher d'utiliser ces mots-là parce que ce sont les mots justes pour la chose. On se comprend, tu sais, je veux dire, quelqu'un qui n'a pas un format standard, il est plus gros que les autres. Tu sais, je veux dire, tu as un petit camion, puis tu as un gros camion, ben tu as un petit humain, puis tu as un gros humain. Puis le gros humain, ben souvent, on a jasé de ces facteurs-là où on dit, il fait de la course à pied, il est quand même actif, tu sais. Ouais, mais les maladies métaboliques vont le frapper pareil, là, tu sais. Il va payer pour, sa surcharge pondérale va le faire payer un jour. Mais ça, je vais revenir. Ça, c'est un très bon point, Jacques. Je vais garder ça comme deuxième parenthèse. Première parenthèse, je reviens à toi, Jean-Pierre. Tantôt, tu parlais justement de la société. Tu as raison. Ça, c'est la société en général. Ça, c'est le voisin, le mononcle ou le whatever, la personne dans l'environnement. Mais dans la communauté, je vous dirais, médicale impliquée dans la médecine et la chirurgie bariatrique, c'est la perception. C'est pas la perception qu'on a parce qu'on est plus, je dirais, connaissant par rapport aux problèmes qui sous-tendent justement les problèmes de surpoids. Fait que, tu sais, oui, ce que tu as dit là, ça, c'est monsieur et madame tout le monde. Tu comprends? Quelqu'un qui voit quelqu'un en surpoids, il va tout de suite le taguer, grossophobie, le doigt, puis gars-là, il va au restaurant, puis on sait très bien, quand tu arrives dans un mariage, là, les gens regardent l'autre, mettons qu'il est en surpoids, puis les gens, pas s'amusent, mais ils critiquent qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette. OK? Bon, moi, je suis différent. C'est ça, quand ça fait des années que tu travailles dans l'environnement puis qu'on connaît un peu plus la complexité de la maladie, on ne réfléchit pas de la même manière. Alors ça, c'est une chose. Puis après ça, pour sauter un peu sur ce que Jacques disait, non, je vais faire une deuxième chose. Je reviens à un deuxième élément. Tu parlais des adolescents. Bien, qu'est-ce qui se passe, Jean-Pierre? Tu as vu les statistiques, on les voit toutes, là. Le pourcentage d'anxiété chez des enfants adolescents, c'est incroyable. Donc, on est en train d'instaurer de la fragilité mentale chez un groupe d'âge qui, en théorie, ne devrait pas en avoir tant que ça. Okay? Quand on était tous jeunes, tu sais, je veux dire, on allait à l'école, puis il n'y avait pas cette anxiété de tension de performance, d'encadrement, de stress de la société. Écoute, moi, j'ai regardé ça, je vais faire une parenthèse, là. Tu sais, tu travailles dans un CIUS, je travaille dans un CIUS. Hier, je recevais de ma direction, envoyé aux médecins, des warnings par rapport, parce qu'il faisait chaud dehors. Hey, je suis médecin. J'ai pas besoin de me faire décrire comment me protéger, quoi faire pour la chaleur. Je ne suis pas un enfant de 6 ans. Moi, c'est de la côte. Moi, j'ai vu ça hier. Là, je dis, notre société est rendue là. J'ai vu ça effectivement, hier sur mon courriel de l'hôpital. On m'explique quoi faire parce qu'il fait chaud. Hey, j'ai 58 ans. Je suis médecin. non, mais Pierre, c'est aberrant. On est rendu qu'on fait des warnings pour n'importe quoi. Tu sais, je veux dire. Alors, mais je fais du coq à l'âne, mais c'était juste pour relancer comment on est en train de, je veux dire le mot, stresser nos enfants.
stresser aux adolescents. Mais il y a quand même de la sédentarité sédentarité accrue chez les enfants. T'as Les raison. statistiques Ça, le ouais. prouvent, puis quand Ouais. tu lis le livre de Pierre Lavoie, il faut que ça bouge. Ouais. Il le Ouais. décrit très bien. Même les tests de condition physique, je dirais, là, ou l'évaluation de la condition physique chez les jeunes, ça se dégrade. Donc, ça demeure un enjeu. L'IM Santé est fier de lancer Emilia, la toute première application qui permet aux patients de se concentrer pleinement sur leur échange avec leurs professionnels de la santé, tout en générant automatiquement des notes claires, faciles à consulter, à traduire et à partager avec un proche ou un autre professionnel. Alors que les solutions de scribe IA apparues dans le secteur de la santé visaient jusqu'ici à faciliter la prise de notes des médecins, Emilia se distingue en s'adressant exclusivement aux patients. Elle marque ainsi une étape décisive en matière d'innovation en santé au Québec et au-delà. Puis là, toi, tu voulais rebondir sur ce que Jacques avait dit, parce que moi, j'avais un commentaire sur la dépendance. Excuse-moi, je suis en train de l'oublier. OK. Ben écoute, sinon, je relance quand même en quelques secondes, parce qu'on parlait de rechute tout à l'heure, puis des fois, là, tout à l'heure, on parlait de dépendance à l'alcool, dépendance à la cigarette, dépendance au travail, peut-être. Mais l'enjeu pour la nourriture, c'est que, contrairement à l'alcool, tu peux pas arrêter complètement de manger. L'alcool, tu peux devenir sobre. Les gens vont dire, ben, écoute, moi, je suis un alcoolique, mais je suis sobre depuis 7 ans là, ou X années. Mais toi, comment tu vis ça, Jacques? Te considères-tu dans ta tête encore, on va dire, obèse? Mais tu sais, je veux dire, il faut que tu continues à manger. Je veux dire, la tentation, la cause de ton malheur, tu continues à interagir avec. Est-ce que... Fais-tu un parallèle entre ça puis l'alcoolisme, disons, ou... Je sais pas si ma question est claire. Je vais faire 2 parenthèses. Vas-y. Je suis pas d'accord avec Pierre avec le mot maladie et obésité. Ça va pas ensemble dans mon livre à moi, là, mais je sais que pour la science médicale, le mot maladie c'est pour ça qu'on est là. Okay. Pour moi, c'est pas une maladie. C'est un effet comportemental, l'obésité. Ça n'a rien à voir avec une maladie. Je veux dire, tu prends un livre, tu perds 2 livres. Tu prends 100 livres, tu perds 100 livres. Je veux dire, c'est un effet comportemental. Je prends un berger, je l'envoie en montagne avec un bâton, puis sans brebis, il deviendra pas gros. T'sais. Il va manger, puis il va bouger, puis il va être actif, puis il va avoir une vie quand même assez saine dans ce qu'il fait au niveau de son comportement. Un obèse, c'est tous ces comportements qui sont pas bons. C'est pas... Puis j'ai tellement de preuves à ce sujet-là que je pourrais en être en podcast avec vous autres pendant 10 heures. Là, ça, c'est un. 2, concernant, tu disais, pour revenir à l'autre truc que tu me demandais, c'est, tu me rafraîchis la mémoire avec la question. Ben, l'histoire, je disais la dépendance à l'alcool par rapport à la nourriture. Donc, on ne peut pas arrêter de manger, on peut arrêter de boire. Ça crée une petite difficulté ou... Non, en fait, quand tu te réappropries de saines habitudes alimentaires, tu sais, ça commence pas... oui, tu penses qu'il faut être restrictif au début. En fait, ce qu'il faut, c'est manger consciemment, prendre le temps de le faire, déposer sa fourchette, mastiquer. Tu sais, le bon comportement, là, il se passe tout le long que tu mets tes bouchées dans ta bouche, puis que tu les mastiques, puis que tu déposes ta fourchette, puis que tu laisses le temps à ton corps de dire « T'en as assez, c'est suffisant, à 8 sur 10, t'arrêtes de manger. » Pas à 10 sur 10 ou à 12 sur 10 quand ça commence à te pisser dans le front puis dans le dos, là, tu sais, t'arrêtes avant. Tu sais? Fait que, mais moi, personnellement, j'ai plus ces peurs-là. Je les ai mis derrière moi. Puis comment je te dirais ça? Tu disais, est-ce que tu as comme soigné ça? En fait, j'ai pas soigné mon obésité. J'ai soigné ce qui a causé mon obésité. Mon estime de moi, mon manque d'amour envers moi-même, les blessures du passé, les abus sexuels, les abus physiques, les intimidations. J'ai soigné ça. Mm-hmm. Puis d'après moi, c'est ça qui fait que je confirme en conférence en disant aux gens, maigrir, c'est pas guérir. T'sais. Prendre soin de soi, c'est s'occuper entièrement de ce qui va pas. Au complet, si tu veux vraiment guérir, tu t'occupes du fondement. Pourquoi je suis devenu gros? Mon père m'appelait le pic quand j'étais tout petit. Pourquoi je suis devenu gros?
parce qu'il y a eu des affaires qui ont été dirigées vers moi, puis qui a fait que j'ai changé mes comportements pour me protéger. Moi, les personnes là, qui m'attaquaient, là, je voulais devenir plus gros qu'eux autres pour être capable de me défendre. OK. Plutôt que de me rouler en petite boule dans le coin, tu comprends? Oui, tout à fait, tout à fait. Fait que c'est un peu, ça revient à ta jeune fille de 14 ans qui, suite à un viol, devient obèse parce qu'elle veut éloigner les tentatives, encore une fois, d'abus physiques. Tu sais. Mm-hmm. Ouais. Mais tu sais, juste pour faire rebondir, tu sais, genre, c'est pas une question de sémantique. Quand on parle des maladies, c'est qu'il faut comprendre que la définition, c'est que c'est une conséquence. Quand on parle d'une maladie, c'est qu'il veut pas, il y a un état dans lequel les gens sont et il y a des conséquences qui viennent avec. C'est ça, quand on dit un malade, on ne sait jamais quand tu es malade tant que tu n'as pas le problème. OK? Donc, c'est comme, je suis en bonne santé. Oui, tu es en bonne santé. Tant que tu ne sais pas qu'on est des hommes, on pourrait avoir un cancer de la prostate, on pourrait avoir n'importe quoi. On est en bonne santé tant qu'il n'y a pas le problème. Malheureusement, la définition de la maladie, c'est qu'il y a des conséquences. Fait que quand nous, comme nous autres, d'un point de vue médical, c'est on adresse beaucoup, puis c'est de même qu'on a commencé notre carrière en chirurgie bariatrique. Tu sais, Jean-Pierre, dans le temps à Québec, avec l'équipe de l'hôpital Laval, c'est qu'on adressait les gens qui avaient des pathologies médicales. Là, c'est plus... On ne travaillait pas dans l'estime de soi, la confiance, ça. Moi, ma carrière, Jacques, a commencé chez un patient que je n'oublierai jamais, je n'aimerais pas son nom, mais il était aux soins intensifs à Sacré-Cœur, sur des perfusions d'insuline en insuffisance rénale, en dialyse. Puis là, on n'est plus en train de faire une approche psychothérapeutique, tu comprends, ou de revenir dans son enfance, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un problème. Là, c'est purement du médical. Je veux dire, là, on adresse, on trouve une solution et... Bref, je pense que je l'avais déjà compté dans le premier épisode. On l'a sorti, puis on l'a marié à l'hôpital. Puis j'ai été son témoin au mariage, parce que Sacré-Cœur est encore un hôpital chrétien avec dans ce temps-là, on avait une chapelle. OK? Puis mon confrère Ronald et moi, ben, on était les deux témoins à son mariage. C'est pas une ironie, c'est la réalité que c'est passé. Donc, ça veut dire que il faut comprendre que notre parcours adressait beaucoup le côté médical, énormément. Bon, là, il y a une tangente où c'est que on essaie de... Tout un parcours, je le répète, là, qui est vraiment hors norme par rapport au taux de succès. Malheureusement, moi, je suis obligé... J'ai un côté scientifique. J'adore ton parcours, tu es un bon orateur. Moi, malheureusement, il faut que je referme ma boîte sur je suis un scientifique et des pourcentages de réussite puis d'échec. Si je donne du Tylenol, tu as mal à la tête, c'est quoi tes chances que tu aies plus mal à la tête? Bien, je peux te le dire, il y a des milliards de personnes qui ont déjà pris du Tylenol, puis je peux te dire à pourcentage exact si ça va régler ton problème de mal de tête. Ça va? Alors, dans le traitement de la chirurgie, bien, il y a une grosse portion de l'approche qui est axée sur ça. Donc, je prends un patient qui est fraîchement diabétique, qui est en surpoids, obèse, un IMC à 45, 46. Si ça fait moins d'un an, je l'opère, c'est 100% de succès. Son diabète disparaît. Alors, c'est sûr que je vais l'avoir dans la première année, puis dans la deuxième année. Le problème va être après ça, le maintien de son poids. Ce que je t'ai dit tantôt, ce que je trouve admirable de ton parcours, c'est d'avoir été capable de le maintenir avec juste tout ton changement. Et j'ai des patients aussi que la chirurgie n'aura été que juste le petit coup qui a fait là, c'est ça que ça leur prenait. T'sais, toi, tu as réussi à le faire, mais moi, je n'ai pas de pourcentage à te donner, là, mais on a quand même un pourcentage significatif de gens là, qui, du jour au lendemain, slack, c'est fini. Et là, c'est des nouvelles personnes, totalement. Bon, eux autres, ils ont eu besoin de la petite poussée. D'autres ne l'ont pas eu. Puis moi, ce que je dis souvent, c'est que ce n'est pas écrit dans le front du patient. Hein. Le patient ne rentre pas dans le bureau puis marqué... même le type d'intervention, on fait plein de chirurgies différentes. Quelle chirurgie qui va marcher, fonctionner le plus? Est-ce que lui, ça va être un succès? Sais-tu pour quelle raison? Je ne suis pas capable de te le dire. Parce qu'on a des très mauvaises évaluations psychologiques des patients. On n'a pas les ressources. Moi, je le dis, Jean-Pierre, j'étais justement quelqu'un que tu connais très bien. J'étais à la FMOQ. Puis je présentais au congrès vendredi dernier. Puis chirurgicalement, honnêtement, au Québec, on est quand même, par rapport au Canada, on est la place que tu as le plus de services en chirurgie bariatrique au Canada. C'est dans la province de Québec. Ça va? En nutrition, bien, vous comprenez que le support nutritionnel il est difficile parce qu'il n'y a pas tant de personnes spécialisées en nutrition métabolique, post-chirurgicale. Puis là, si je m'en vais une coche par en bas, support psychologique, regarde, c'est le néant. C'est le néant. OK? Donc, alors que ça devrait être l'inverse, parce que je l'ai dit au début, pour moi, c'est une maladie qui est au-dessus des épaules
Et l'affaire qu'on est le moins bon à offrir du service aux gens, aux patients, à un individu qui souffre de surpoids, c'est le côté psychologique. Qu'est-ce qu'on est capable le plus d'offrir présentement? C'est la chirurgie. Fait que, tu sais, je comprends un peu des fois les commentaires que Jacques, j'ai regardé dans son parcours, c'est que c'est pas que c'est une béquille, c'est que ça devient l'élément qui est... Celle-là, je suis capable de l'attraper. Je suis capable d'avoir un... Je sais pas le bon mot, j'ai le mot en anglais, expectation, Les attentes. Une mise c'est ça, une attente de j'ai quelque chose qui s'en vient pour régler mon problème. OK. Moi, Pierre, tu sais, juste pour revenir sur tes. Tu sais, tu parlais de ton premier patient. Puis, ton premier patient, là, c'était un cas particulièrement qu'il fallait qu'il passe au couteau, comme on dit. Il n'y a rien à faire. Lui, il était rendu là. Ouais. Moi, j'en ai. Puis là, je te dis de vive voix, là, j'en avais un assis dans mon char l'année passée, là. Puis là, j'ai clairement fait l'éducation de ce qu'il s'en allait faire. Là. Je l'ai déposé sur Saint-Michel ou Jean Talon qui en fait à Montréal. Saint-Michel, je pense, sur Fleury. Hein. Non, il n'est pas là. Ah, mais peut-être à Santa Cabrini, peut-être, oui. Bon, en tout cas, je l'ai laissé dans l'est de la ville. Je suis parti de Laurentides avec, puis je l'emmenais là. Puis j'ai fait son éducation de ce qui s'en venait pour lui. Puis, il n'avait pas l'air... Puis il avait juste hâte de sortir de là pour commencer à se refaire de la pizza puis recommencer à manger tout croche. Je veux dire, vois-tu, c'est ça qui me dérange dans la chirurgie bariatrique. Je veux bien que vous en passiez, 3000 par année. Là. Puis, soit dit en passant, là, dans les statistiques, là, il y a à peu près 6500 interventions annuelles au Canada. On est les champions au Québec, on en fait à moitié. Ouais. Probablement parce qu'on a le service plus disponible, parce qu'on a plus de spécialistes, parce que whatever. Mais on en passe 3200 sur les 7700 demandes annuelles qu'on a. 7700. Vous allez toujours être en retard à tous les ans sur le cumulatif de 3500 personnes. On pourrait-tu toutes les mettre sur la liste d'attente, mais leur imposer un protocole obligatoire de transformation, éducation, puis dire, là, écoute, tu veux passer au couteau, parfait, pas de problème. Tu vas faire ça. Puis peut-être qu'on a une couple là-dedans qui changerait le comportement. Parce qu'on s'entend, Pierre, demain matin, je ne sais pas ce que ça coûte une chirurgie bariatrique totale, mais ça doit être, quand on prend la valeur administrative au complet, ça doit être autour de 30 000 $. Que ça coûte de faire une chirurgie bariatrique? Non, ça coûte pas mal moins cher que ça. Je parle pas de ton chèque, Pierre. Là. Je parle non, c'est ça. Moi, je parle en instrumentation. Moi, je connais moi. Ça doit être en bas de 10 000, d'après moi. Ah non, c'est ça. Parce qu'il y a des coûts inhérents aux instruments utilisés pendant l'opération. Mais j'allais dire, parenthèse, Jacques, mais encore, je reviens à l'aspect scientifique. La raison pour laquelle on opère quand même beaucoup de patients au Québec qui souffrent d'obésité, c'est parce qu'on a la science qui nous démontre, même si c'est pas la meilleure approche, Pierre l'a bien dit, qu'on sauve de l'argent, puis on sauve des coûts de santé avec ça. Donc, je pense que tu vas être d'accord, Pierre. Là. Donc, c'est une chirurgie qui a fait ses preuves pour réduire les coûts pour le système de santé, mais c'est pas parfait. Puis l'autre enjeu, encore une fois, moi, je sais pas moi l'expert, c'est que les programmes psychologiques dont tu parles, genre, tout est l'exception, là, je veux dire. Puis en plus, tu as fait ça toi-même, je veux dire, c'est comme exceptionnel, mais je suis pas sûr que c'est tous les patients qui ont la capacité, la volonté, la motivation, puis l'insight pour faire ce que toi t'as fait. Je sais pas, Pierre, ce que t'en penses. Ben, sois motivé en tabarouette pour aller passer au couteau, là. Pas de temps, je te dirais. Pierre, parce que... je sais pas, t'aimerais-tu mieux prendre un moyen alternatif ou passer au scalpel, toi? Ben, écoute, je vais te donner... Moi, je suis un chirurgien, OK? Donc, tu comprends, j'aime pas me faire opérer. Alors, tu sais, j'ai plus de croisée antérieure dans mon genou. Je me suis pas fait opérer. Ben, parce que je suis capable de courir, je fais du vélo, j'ai pas de douleur, j'ai pas d'instabilité. Mais je te jure, genre, que si j'étais plus capable de faire de sport parce que j'ai de l'instabilité dans mon genou, c'est sûr que j'y allais. Là, OK, je me suis brisé un ski. Je continue à skier, j'ai un attel, tu sais, je fais avec. Je connais les risques opératoires, tu comprends? J'ai un gros billet de sélection, mais moindrement que j'avais un problème, je dirais une coche de plus qui m'empêcherait de faire ce que j'ai le goût de faire, bien, c'est sûr que je me ferais opérer. C'est sûr et certain, parce que ça serait une limitation. Mais pour faire le lien un peu entre vos deux commentaires, c'est qu'on en a parlé, l'éléphant dans la pièce, c'est qu'on n'est pas capable d'offrir le service que ce que tu parles, Jacques. Je vais donner un exemple qui fait un peu le lien avec ça.
Dans le temps, il y a même plus que 15 ans, tu savais peut-être, Jacques, un des examens, pas les examens, un des traitements qui était quand même courant, c'était l'anneau gastrique. Okay? Oui. Puis quand on regardait, on avait un critère de base, nous autres, hein, c'est qu'il fallait que les gens, pour considérer une opération un succès, il faut que les gens perdent plus que 50% de leur excès de poids. Ça, c'est une statistique, c'est le même qu'on calcule. C'est la mathématique pure, OK? Bien, mondialement, l'anneau gastrique n'atteignait même pas le 50%. On était un peu plus dans les ordres de 47-48%. Il y avait une place dans le monde qui avait des taux de succès quand même, je veux dire, respectables. C'était l'Australie. Sais-tu pourquoi? Les patients y étaient enrôlés, c'est un mot, je ne sais pas si c'est le mot français, là, mais dans un programme de suivi intensif, genre. OK? C'était aux 2 semaines. Des appels téléphoniques, des suivis par la nutritionniste, de la suivi par une psychologue. C'était un travail perpétuel, acharné, amener les gens. Mais les gens y étaient accompagnés tout le long. Fait que tu as raison, c'est ça qu'il faut. On l'a vu avec une chirurgie qui était moins efficace dans un encadrement parfaitement aligné avec les besoins du patient, ça atteignait des résultats favorables. Ça c'est l'exemple typique. Puis on le connaît. Alors, puis nous, ici, on a arrêté de mettre des anneaux, puis pas juste nous autres en Amérique du Nord, parce que le taux d'échec, on n'atteignait même pas le 50%, parce qu'on n'a pas l'encadrement pour le faire. Puis je vais faire juste une parenthèse. Tu parlais des programmes. Aux États-Unis, il y a beaucoup de centres américains qui ont essayé ça un peu, le programme un peu pendant 6 mois de temps. Okay. Le problème qu'il y a, c'est que ce qu'on s'en rend compte, puis moi, comme je dis, j'ai eu la chance quand même de participer à beaucoup de conférences puis d'en donner un peu partout dans le monde, c'est qu'on a mis beaucoup d'efforts sur le avant l'opération. Comme nous autres, dans nos milieux, on prépare les patients, hein, le consentement éclairé, hein, Jean-Pierre, tu connais ça, puis on fait des documents, on fait des vidéos chez nous, on donne des podcasts pour bien informer le patient. Le problème qu'il y a, c'est une fois que tu l'as opéré, il n'est pas si tant bien suivi que ça. Et si tu voyais la perte de patients au suivi, ça va quasiment à 27%. Tu as des patients qui disparaissent. Tu ne les revois pas. Un cancéreux, je te jure, Jacques, là, il va voir son chirurgien, hein, Jean-Pierre? Assez régulièrement. Assez régulièrement, OK? Il ne l'abandonne pas, OK? Parce que c'est pas sa bouée, mais c'est comme son lien. Il y a le cancéreux, moi, j'en fais plus maintenant, ça fait longtemps, là, mais Jean-Pierre pourra me corriger, mais les gens ont une appartenance, on va dire ça comme ça, où le thérapeute, l'oncologue s'en est occupé ou le chirurgien, parce qu'il ne veut pas que ça revienne. Hein? Il ne veut surtout pas que ça revienne. Fait qu'il va au suivi. C'est la règle générale, l'oncologue et les chirurgiens qui font des rapports de suivi continuel aussi avec les tests qui sont pris année après année, puis tout ça. Fait que tu ne veux pas les perdre de vue. Tu ne veux pas les perdre de vue, mais moi, parce que étant donné que je ne peux pas les forcer à venir. Nous, on le sait statistiquement, ça c'est un gros chiffre grossier, là, mais on considère vrai qu'on perd 27% de notre clientèle que tu fais la chirurgie, tu ne revois jamais par après. Quand même. Est-ce que tu penses qu'on pourrait changer des comportements par rapport à ça? Parce que clairement, tu sais, puis pour t'avoir cité l'exemple de tantôt, j'en ai eu plein des exemples comme ça. Ils sont prêts à l'opération, ils ont de la misère à faire le protocole d'avant. Puis, tu sais, de se mettre sur les protéines, les shakes, les enveloppes, peu importe. Ils ont de la misère à faire le protocole. Ils ont hâte qu'il soit fini pour être opérés. Puis après ça, les premiers mécanismes qui reviennent, c'est les mécanismes qu'ils connaissent, c'est-à-dire mal s'alimenter. Fait que, tu sais, moi, c'est pour ça que puis je passe mon temps à dire, perdre du poids, là, c'est quelque chose qu'il faut que tu fasses lentement parce que plus tu perds de temps à perdre ton poids, plus tu installes de saines habitudes de vie que tu vas répéter, que ça va devenir une discipline, une routine. C'est, je veux dire, comme n'importe quelle chose. Tu vas jouer au golf, plus tu frappes de balles, meilleur t'es. Même chose, c'est la même chose au niveau de la discipline alimentaire puis dans ton hygiène de vie. Si tu l'installes une livre à la fois, tranquillement, à travers le temps, que je t'opère, écoute, les gens, ils perdent 15-20% de la masse dans la première année et plus. Il y en a qui ça fait peur, là, tellement qu'ils en perdent vite. Et là, ils ont toujours pas de protocole sain. Ouais. Mais genre, ça, c'est toutes les saines habitudes, ce qu'on parlait tantôt avec Pierre Lavoie, toutes les saines habitudes de vie. Malheureusement, genre, c'est un peu comme les finances personnelles, les saines habitudes de vie, même manger. Tu sais, moi, si tu portes un peu attention à la manière de s'alimenter, on est un on général de la société,
on mange tout croche, pas parce qu'on mange, on mange un gâteau au chocolat, on prend un soda. Juste un repas, on mange toujours les protéines en dernier, alors que c'est complètement le contraire qu'on devrait faire. Tu sais, moi, je le sais, quand on parlait tantôt du jugement de valeur, tu sais, tu comprends, j'ai un œil un peu critique aussi quand je regarde, quand je vois à l'extérieur. Puis je vois comment les gens se comportent. Moi, je vais te faire une anecdote. Je vois comment que les gens en surpoids se comportent. Malheureusement, ils se comportent mal à cause de la perception, ce que tu disais tantôt, Jean-Pierre, hein, la société parle. Fait que justement, je reviens dans un mariage. Okay? Souvent, quand tu vois quelques personnes qui sont en surpoids, parce que tu as plein de monde, puis des fois, c'est du monde que tu ne connais pas, hein, ils sont là. Là, tu regardes leur assiette, là, puis qu'est-ce que la personne en surpoids va faire, malheureusement? Parce que souvent, le mariage, c'est pas toi qui décide, la nourriture, c'est déjà ça l'arrive avec une séquence. Là. La personne, elle va tout manger, puis elle va laisser la pièce de viande à côté. Pour donner une image qu'elle a fait attention à ce qu'elle a mangé. Bien là, tu vois, la salade. Elle a juste mangé la salade, exactement. Mais pour moi, c'est une erreur monumentale. Mais moi, je ne peux pas dire ça au monde. Mais là, on s'en parle. Puis oui, j'espère, Jean-Pierre, que ton podcast, les gens vont l'écouter. Tout à fait. Mais tu sais, pour moi, c'est une aberration, Jacques. Tu sais, les gens ne savent pas manger. Au contraire, cette personne-là aurait dû attaquer la pièce de viande en partant, manger un peu de légumes autour, puis t'arrêtes ça là. OK? C'est fini. Puis oui, après ça, quand le gâteau du marié arrive, tu prendrais juste une petite bouchée juste pour y goûter, puis dire c'est bon, puis c'est fini. Tu y as goûté, c'est parfait. Mais les gens ont tellement de pression de la société qui ont un mauvais comportement. Moi, je le vois, là, ça, c'est épouvantable. Puis si tu savais, ben, tu vas le voir toi aussi, hein, ils laissent toujours, moi, ce que je considère la partie la plus importante dans leur assiette. Deux protéines. Leurs protéines, tout le temps. Ouais. Alors, malheureusement, ça vient tout le monde dit « Ah, ma mère était bonne cuisinière. » Ben oui, elle savait faire à manger, mais elle ne savait pas les règles de la nutrition. OK? Fait qu'on a tous mal été, généralement, éduqués côté alimentaire, puis on perpétue nos mauvaises habitudes. Puis moi, écoute, je suis rendu, comme j'ai dit, j'ai assez d'expérience puis de cheveux gris que maintenant, je me gêne plus pour dire qu'est-ce que je pense. C'est pas compliqué. Je t'ai pas posé la question, mais tu sais, quelqu'un qui mange un peu comme un athlète, qui mange ses 5 repas par jour, petite quantité, focus ses protéines, c'est ça l'alimentation. Puis tu vas plus vers une alimentation méditerranéenne avec le moins de nourriture transformée. Il n'y en a pas de problème avec ça. C'est un autre grand souci social, ça. J'en parlais avec Jean-Pierre lors du dernier podcast. Tu regardes les jeunes familles, ils sont sur 21 repas semaine. Il y en a probablement entre 8 et 10 qui sont consommés dans du tout prêt qu'on appelle, là, soit des cuisines, la cuisine transformée qui est faite en supermarché, ou encore du restaurant qu'on fait venir ou qu'on ramasse en take-out. C'est incroyable de voir les jeunes familles combien de fois par semaine ils consomment des repas. Et moi qui croyais que la COVID était pour transformer ça, puis... ça n'a pas été long qu'on est retombé quand la COVID... Au contraire, même s'il y a quelque chose qui continue à rouler, c'est la livraison. Mais je reviens sur l'aspect social. Pierre, on en parlait avec Jacques là, la dernière fois. Donc, même l'alimentation dans les écoles, dans les centres sportifs, tu sais, les menus dans les casse-croûtes d'Arena, c'est épouvantable. Dans votre milieu de travail, les gars, dans votre milieu de travail. Dans les hôpitaux aussi, je veux dire, c'est une catastrophe, tu sais, je veux dire. C'est la catastrophe. Ouais. Un déjeuner dans un hôpital, là, 90 cents, ça vaut, tu sais, je veux dire, une demi-banane, un casseau de beurre de peanut, un café avec 2 crèmes, 3 sucres, puis un petit bol de gruyot cheap, puis un jus de canneberge. Juste des cochonneries, juste des glucides. J'en viens pas, je suis dépassé. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer.
Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Jacques, tu parlais tout à l'heure, pour toi, l'obésité, ce n'est pas une maladie, là, mais Pierre, tu me corrigeras, c'était important, je pense, pour la communauté médicale de faire reconnaître l'obésité comme une maladie. Oui, c'est parce que... Pour faire avancer les choses un peu. Puis, non, c'est l'accès au traitement. C'est ça. Au Québec, on n'a pas défini l'obésité comme une maladie chronique. Donc, si tu ne la définis pas comme une maladie chronique, tu n'as pas les ressources. Puis l'exemple typique, c'est les médicaments que je n'ai pas le droit de nommer, mais genre l'Ozempic ou les Wegovy de ce monde, que tout le monde connaît maintenant. Ben, si tu ne décrètes pas le problème comme une maladie, tu négliges de traiter ces patients-là. C'est ça. Fait que c'est de la sémantique médicale. Puis malheureusement, on est pris un peu avec ça, mais je veux dire, c'est une bataille parce que le patient qui a besoin d'un traitement, il a besoin d'un traitement. Okay? Fait que là, c'est lequel on va focusser en premier. Est-ce qu'on va focusser le patient qui a une maladie rare avec des médicaments qui coûtent, tu le sais, des millions, okay? Ou on va focusser sur quelque chose qui va cibler une quantité importante de la population. On s'entend. Là, on tombe dans la philosophie de traitement de masse. Là. Tu sais, ça devient complexe. Tout à fait. Moi, dans le traitement de masse, comme tu dis, ce qui me dérange encore aussi au niveau de la chirurgie bariatrique, c'est les effets secondaires à long terme. Ouais. C'est pas vrai qu'il n'y en a pas. Là. Tu sais, quelqu'un qui ne revient pas de l'hygiène de vie, on s'entend là, que la perte musculaire chez l'humain en général mène à une perte osseuse, à l'ostéoporose aussi. C'est clair qu'un opéré qui ne prend pas soin de sa santé et qui ne s'entraîne pas, il s'en va dans une perte de masse musculaire majeure. Puis là, on s'entend qu'il va devenir quelqu'un qu'on va probablement traiter pour de l'ostéoporose avant longtemps aussi. Là. Il faut faire attention, Jacques, il ne faut pas mettre toutes les opérations dans le même panier. Ce que tu dis là va être plutôt vrai dans les chirurgies sévères, exemple comme la dérivation bilioppancréatique, okay? Qui va amener de la malnutrition, et puis même chez certains patients, de la dénutrition. Puis ça, on a quand même assez d'études qui le démontrent. Même si, maison, je compare une sleeve puis un bypass, ben, la perte musculaire, je vais l'avoir plus souvent avec le bypass qu'avec la sleeve. C'est une question métabolique. Ça va? Okay. Fait que, tu sais, je t'entends, j'ai déjà entendu ce genre de commentaires-là, mais il faut juste faire attention. C'est pour ça que je te dis, il faut toujours faire attention dans les commentaires quand les gens, entre guillemets, je ne dis pas que tu n'es pas un expert, genre, tu comprends, mais il faut juste faire attention. Je ne suis pas un expert, mais faut pas faire des dossiers. C'est ça, mais tu vois, il y a un chapitre que tu as raison, qui est le chapitre, puis on le sait très bien, quand je prends la sévérité, la gamme des opérations qu'on a, la plus sévère, Jean-Pierre la connaît aussi, c'est la dérivation biliopancréatique. Et c'est elle qui va amener de l'ostéoporose et de la dénutrition. À l'autre bout du spectre, la sleeve ne s'accompagne pas d'ostéoporose, à moins d'avoir une alimentation vraiment là, totalement déficiente, parce que c'est une chirurgie de restriction. On ne joue pas dans le métabolisme de l'absorption en tant que tel. Fait que les patients en général, moi je sais ma clientèle, mes patients, tu fais une sleeve la plupart des temps, toutes les prises de sang sont normales, à part la vitamine D. Mais la vitamine D, on vit au Québec, il en manque dans 40% du temps. Fait que c'est même pas une découverte. Tu me suis? Puis après ça, ben, l'alimentation est toujours un peu plus restreinte. Chez les femmes, on va voir à l'occasion des déficits en fer, mais c'est des femmes, à cause de leur menstruation, il y a une mauvaise combinaison. Okay? Des fois, il y a des femmes qui ont une menstruation plus abondante, ils mangent un peu moins. Et d'un point de vue purement, vraiment physiologique, après une sleeve, exemple, la viande rouge, la protéine la plus complexe, c'est la protéine la plus difficile à digérer par notre corps. Tu comprends? Si je prends l'échelle des protéines, tu as des protéines qui sont facilement dissoutes. Tu sais, mettons, tu prends similaire, tu prends du lait de soya, bing, tu sais, je veux dire, c'est déjà, j'exagère, mais c'est quasiment déjà réglé dans ton corps. Ben, tu le sais, mange un steak, là, tu vas le digérer toute la nuit. Tout le monde le sait, ça. Ben, l'affaire, c'est que le patient qui est opéré, il s'en rend compte, lui aussi, que la bouchée de steak ou les 3 bouchées qu'il a pris, il y a de la misère. Fait que là, il s'éloigne tranquillement de ça comme alimentation, ce qui est correct. Il s'en va dans d'autres types d'aliments, de protéines. Fait que là, si c'est une femme avec des menstruations abondantes, ben là, il peut avoir une mauvaise. Mais ça ne donnera pas de l'ostéoporose. Tu comprends? Mais je comprends la crainte. Ton point, c'est de dire que il y a des complications. Écoute, c'est sûr, la chirurgie n'est jamais sans risque. C'est jamais une décision. Puis dans les deux cas, on se retrouve avec une perte d'autonomie. Là, parce que
C'est quand on parle de la chirurgie dont tu parles qui amène à une perte musculaire puis d'ostéoporose, on parle de perte d'autonomie. Puis si on le laisse en obésité, il est en perte d'autonomie aussi. Fait que je veux dire, on tourne en rond dans les deux côtés. Je veux dire, si on le laisse obèse et qu'on ne s'occupe pas de lui, il va être en perte d'autonomie. Et à l'opposé, à l'extrême, s'il ne prend pas soin de lui après l'opération, dans le cas spécifique dont tu parlais, il va tomber aussi en perte d'autonomie avec la sarcopénie. Là, mais tu sais, juste finir avec ça, Jean-Pierre en a parlé, c'est comme je t'ai dit, nous autres, c'est notre côté scientifique de méta-analyse. Veut pas, on a beaucoup de data. C'est qu'il faut comprendre qu'il y a une différence entre l'individu qui s'appelle toi ou le confrère qui est allé reconduire pour une chirurgie ou les gens qui t'écoutent quand tu fais des conférences. C'est parfait. Sauf que nous, maintenant, nous étant un nous général de la société médicale, on est obligé de prendre une macro-photo de pas juste le petit village du coin ou de la rue, on est obligé de prendre une photo de tout le pays au complet. Puis actuellement, les traitements qui donnent des données probantes pour améliorer de façon globale, c'est vu que j'ai pas le traitement, comme on a dit tantôt, d'encadrement, on l'a pas. On l'offre pas, on l'a pas. Fait qu'on n'atteint pas les objectifs, sauf avec la chirurgie. Puis ce qui arrive aussi, c'est que ça a un impact. Là, c'est la dernière, pas de nouveauté, parce que nous, on le connaît, mais c'est que le cancer, c'est la maladie qui est passée sous le radar avec le surpoids. Tout le monde parle du diabète. On le sait, c'est la maladie la plus fréquente associée au surpoids. Des gens hypertendus, des gens en surpoids, je veux dire, c'est 50% des hommes qui sont en surpoids sévère vont faire de l'hypertension. Tu vois, tout ça vient avec. L'apnée du sommeil associée. Le cancer, Jacques, là, c'est la prochaine horrible. Bon, là, on commence à voir les statistiques américaines qui sortent dans les instituts nationaux de recherche sur des longues cohortes. Tu sais, des cohortes là, de 15 ans, de 20 ans. Mais quand tu prends un groupe, tu prends 100 000 patients qui ont déjà eu une chirurgie bariatrique, tu les compares avec 100 000 personnes qui n'ont jamais été opérées pour une chirurgie bariatrique. Là, tu vois la courbe d'incidence de cancer qui augmente chez l'autre, puis celui de la chirurgie, il diminue. Mais ça, c'est une catastrophe. Tu as vu les types de cancers associés à l'obésité aussi, hein? Oui. À partir de la bouche jusqu'au colorectal, tout ce qui sert d'outils digestifs passe au cash. Mais non, c'est ça. C'est un ensemble de là. Fait que ça, pour moi, c'est l'angle mort de notre prochaine génération. Parce que là, on a adressé, la chirurgie a évolué, il y a des médicaments qui sont apparus, il y a des gars comme toi qui sont là, puis ils disent « Hey, excusez-moi, bottez-vous le derrière, puis vous n'avez pas besoin de faire opérer. » Tout ça, réveillez-vous tout de suite. Là. Réveillez-vous tout de suite, tout ça est bon. Mais là, c'est parce qu'il y a le cancer qui s'en vient. Fait que là, il va falloir, comme dit, prendre des méthodes drastiques. En fait, on le voit déjà. L'angle mort, messieurs, là, c'est nos jeunes qui vont avoir 35 ans dans 10 ans. C'est eux autres, l'angle mort. On va commencer à avoir des maladies cardiaques chez ces jeunes-là beaucoup plus tôt, puis de la haute pression, du diabète, tous ces trucs-là. Toutes les maladies métaboliques, ils vont les avoir avant notre génération. Tout à fait. Right. Exactement. Ben, en fait, le cancer, parce qu'on en parlait même récemment, la hausse des cancers du rectum, notamment, Pierre, il n'y a pas juste l'obésité, probablement. Là, je pourrais imaginer qu'il y a des facteurs environnementaux, pollution ou autre. Mais tu te rappelleras, Pierre, quand on était résident, quand on avait un cancer colorectal chez un patient de 35-40 ans, on en parlait pendant des semaines. Tu es d'accord? On disait, on a eu un cas, maintenant, c'est hebdomadaire. Là, donc, bref, ça va être... En guise de conclusion, peut-être, j'avais abordé avec Jacques, mais je te relancerai la question, Pierre. Le mouvement qu'on a dans la société actuellement pour, disons, l'acceptation de l'obésité, parce qu'on a longtemps critiqué le fait, par exemple, que dans la mode, là, les modèles étaient trop maigres, là, parfois même anorexiques à la limite. Là, on s'en va dans l'autre sens. Les gens qui font presque la promotion du bien-être, de dire qu'on est bien dans notre corps, malgré le fait qu'on se promène avec 100 livres de trop, là. Penses-tu que c'est contre-productif? Comment toi, comme chirurgien là, qui traite ces patients-là, est-ce que c'est une espèce de frein pour toi ou un obstacle? Je vais mettre deux chapeaux. Je vais mettre mon chapeau du clinicien qui suit ces patients-là, qui comprend leur détresse, qui l'entend à tous les jours, toutes les semaines, qui comprend aussi la base, comme on dit tantôt, c'est pas juste parce qu'il y a un sac de chips et qu'il mange toujours mal, c'est pas ça la réalité. Fait que ça, je les comprends, je les supporte, puis on essaie de toutes les aider du maximum, pas le maximum, mais du mieux qu'on peut. De l'autre côté, là, je reprends mon autre chapeau que je l'ai mis aujourd'hui plusieurs fois, Jacques, là, c'est mon chapeau de scientifique, de chercheur, clinicien,
Ben, malheureusement, à tous les jours qu'un humain se lève, là, mais pas malheureusement, on va dire plutôt le mot heureusement, à tous les jours qu'un humain se lève le matin, s'il est dans un espace de poids santé, il y a le moins de chances statistiquement de mourir, mais ça, c'est à tous les jours et c'est cumulatif. Donc, je l'entends, Jean-Pierre, ce discours-là, le discours d'acceptabilité, de l'acceptance, de la diversité corporelle. Je comprends ça. Malheureusement, la science n'est pas derrière ça pour supporter, parce que si tu as 35 d'indice de masse corporelle demain matin, puis ton jumeau a 25, bien toi, aujourd'hui, tu as plus de chances d'avoir un événement grave. Mais ça, c'est quotidien, c'est à tous les jours. C'est comme quelqu'un qui conduit pas de ceinture de sécurité. Absolument. Essentiellement. Fait que oui, je comprends le discours, je l'entends, je les supporte. On essaie de les aider, on essaie de trouver toutes sortes de manières, mais quand je mets mon chapeau de scientifique, je peux pas supporter. Ça marche pas. Ça marche pas. Écoutez, messieurs, ça va être à refaire, donc. Ça passe assez vite, dynamique. Bon, peut-être la prochaine fois, Pierre, on invitera Alexandre, donc... Puis peut-être toi, Jacques, un collègue, je sais pas trop, là, on peut faire ça. À 4-5. Non, mais ça serait le fun de le faire aussi avec un opéré du passé qui a eu du succès. Ça serait cool de voir... J'ai un podcast, Jacques, moi, on en a un qui a été opéré, qui a participé à un de nos podcasts et que lui... Il a eu l'opération, comme je dis, lui c'était le kicker, mais là sa vie est rendue, je veux dire, il fait lui-même des Instagram, il fait du sport, il fait du triathlon maintenant, tu sais, c'est un exemple aussi que ça c'était l'élément déclencheur. Alors je le rappelle, le balado de Pierre s'intitule La poche gastrique, donc facile à trouver sur Internet avec Dr Alexandre Bougie, donc qui est un chirurgien bariatrique comme Pierre. Messieurs, avant de conclure, il y a une petite baguette magique dans mon podcast. Donc, je vais commencer par Pierre. Tiens, Pierre, si tu voulais changer une chose dans le réseau de santé, par magie aujourd'hui. Ben, je pense, écoute, avec tout ce qu'on a parlé, Jacques et moi, tu as compris qu'est-ce qui nous manque. C'est pas des chirurgiens qui manquent, OK? Des chirurgies de plus en plus accessibles. C'est complètement à l'inverse qu'il faut maintenant. Je veux dire, ça, on a une baguette magique. Moi, c'est sûr que j'ai toujours rêvé, Jean-Pierre, de créer un institut de médecine et de chirurgie métabolique. Donc, la chirurgie, c'est pas une obligation. C'est l'ensemble de la prise en charge, OK? Puis dans cette prise en charge-là, il faut que tu aies une équipe. Mais l'équipe qui nous manque le plus, c'est tout l'encadrement psychologique, support et aussi nutritionnel. La nutrition, on réussit à s'en tirer un peu, mais côté psychologique, support, on ne l'a pas fait. Si je veux une baguette magique pour conclure notre réunion, notre belle rencontre d'aujourd'hui, c'est ça qu'il me faut. Jacques, toi, ta baguette. Puis quand tu parles de multidisciplinaire, Pierre, je suis d'accord avec toi, pré- et post-opératoire. Oui, pas juste les deux. Pas juste en pré, ouais. Ta baguette, toi, Jacques? Moi, ma baguette, écoute, tu parles encore du système de santé, puis comme je te disais, je reviens encore à encore la même affaire. Je t'ai dit dernièrement, arrêtez d'engager du monde pour acheter des sacs à poubelle puis des lits là, pour entreposer quelque part. Là. Engagez du monde pour donner des services à l'hôpital au lieu de promener du papier. C'était très clair. Et as-tu une rencontre de rêve? La dernière fois, tu m'avais dit Tony Robbins, donc... Oui, Tony Robbins, c'est dans le cadre de mon livre, mais honnêtement, après la discussion que j'ai avec plusieurs médecins, vous deux, puis Jean-Pierre Després, puis un autre de mes amis, Jean-François, je me rends compte que ma prochaine rencontre de rêve, ça serait de rencontrer les dirigeants de ce gouvernement-là qui ne mettent pas le culotte quand on fait face à la musique pour la santé puis pour l'éducation au Québec. Si on veut avoir un peuple libre et riche, il va falloir éduquer et mettre les gens en santé. Ça, je pense qu'il faut que ça soit changé. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Puis toi, Pierre, as-tu une rencontre de rêve? Tu m'as déjà dit Eddie Van Halen de même. Ouais. Ben oui, mais c'est parce que, malheureusement, il est mort. Ouais, mais tu sais, ce que Jacques dit pour avoir, tu sais, je suis chef de département, fait que j'ai des rencontres avec l'administration et tout ça. Ce qu'on se rend compte, mon espoir de changement, malheureusement, Jacques, il n'est pas très élevé. Fait que si tu me donnes une baguette magique pour voir quelqu'un qui me fascine, ben moi, c'est Winston Churchill. J'ai écouté un paquet de reportages, j'ai lu des trucs, ses commentaires. J'adore la manière qu'il était impliqué, tout ce qu'il a fait après ça dans le temps. C'est sûr, c'est le temps de la Deuxième Guerre. Je veux dire, puis même un peu aussi au début de la Première Guerre. Mais écoute, tout ce qu'il y a sur Winston Churchill, là, je l'écoute. Tu sais, un reportage, il y a une série de Netflix récemment là, qui était extraordinaire. Écoute, moi, je te dévore ça. J'adore ses commentaires, la manière qu'il parle. Quel personnage.
quel personnage, et pas juste ça. On parlait, tu disais, genre, tu veux rencontrer quelqu'un qui va changer. Ben moi, je n'ai plus d'espoir de notre communauté politique présentement. Je vois pas qu'est-ce qui va changer. J'ai pas justement des Winston Churchill qui s'en va par là, puis qui était même à l'encontre de tous au début de la Deuxième Guerre mondiale, et c'est lui qui avait raison. Tout à fait. Tout le monde était contre lui. T'apportes un point bien important, Pierre. Tu viens de dire, ils sont tous rendus pareils à cette heure, contrairement à autrefois, tu en avais un qui était un peu plus rebelle que les autres. Le souci dans notre société aujourd'hui, c'est que tu peux pas être en dehors du moule, tu es obligé d'être une tarte comme tout le monde, puis dire la même chose que tout le monde. C'est le fun, moi, quand t'es pas une tarte, puis que tu dis pas pareil comme tout le monde. En fait, je me suis fait la réflexion récemment, souvent les partis nous présentent leur plateforme électorale, puis on va, mettons, baisser les impôts de 2%, puis là, je me suis dit, c'est pas des plateformes électorales, ça. C'est des listes d'épicerie, tu sais. Ouais. Moi, j'attends encore le parti politique qui va me dire, voici où on voit le Québec dans 20 ans, là, ou le Canada si c'est au fédéral, de dire, par exemple, la santé, par exemple, un politicien qui me dirait, moi, je veux réduire la mortalité par cancer de tant de % dans 20 ans. Ça, c'est une plateforme électorale. Mais de dire, je vais baisser l'impôt de 2%, puis on va construire une route... c'est des listes d'épicerie pour moi, mais bref, c'est un cri du cœur. Est-ce que je suis le seul à penser qu'à 75 milliards, on n'est plus capable de rencontrer ce que ça va nous coûter en santé au Québec? Tout à fait, tout le monde s'entend pour ça. On va avoir des choix difficiles à faire. Mais, 2030 ou avant, tu sais. On va avoir des choix difficiles à faire. Que demain coûtera plus cher que hier en santé. C'est sûr. Puis ça va sans cesse augmenter parce que là, il y a des nouveaux traitements en oncologie qui coûtent des fortunes, mais qui fonctionnent très bien. Puis on viendra pour se parler d'Ozempic. Oh. C'est sûr qu'on va se revoir, messieurs. Écoutez, donc je vous laisse à vos obligations. Je vous remercie énormément. Ça a été super agréable. Puis, merci beaucoup. Belle rencontre. Pour une première rencontre, on aurait dit que vous vous connaissiez depuis 10 ans. Fait que je vous dis merci et à bientôt. Merci. À la prochaine. À bientôt. Bye. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.